Il existe une différence fondamentale entre rembourser une dette et la faire disparaître. Rembourser une dette signifie que vous gagnez de l'argent, vous serrez votre ceinture, vous réduisez vos dépenses, et vous payez ce que vous devez avec de l'argent qui a la même valeur que l'argent que vous avez emprunté. Faire disparaître une dette, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus élégant. Et c'est exactement ce que font les États-Unis en ce moment avec leurs 38 000 milliards de dollars de dette nationale. Ils ne la remboursent pas, ils l'effacent, et ils le font d'une manière si subtile, si technique, si camouflée derrière un jargon économique complexe, que la grande majorité des Américains ne réalisent même pas qu'on leur vole leur pouvoir d'achat en temps réel. Les paiements d'intérêts sur la dette fédérale américaine sont maintenant parmi les plus grandes dépenses du budget fédéral. Ils dépassent les dépenses pour Medicare. Ils approchent les dépenses de défense. Et ils augmentent chaque année parce que la dette elle-même augmente chaque année. Les États-Unis ne remboursent pas leur dette. Ils l'augmentent. Et avec une dette qui compose sur elle-même, avec des dépenses obligatoires, qui dominent le budget, avec un système politique paralysé qui ne peut ni augmenter massivement les impôts, ni réduire drastiquement les dépenses, le gouvernement américain fait face à une réalité mathématique incontournable. Cette dette ne sera jamais remboursée de façon conventionnelle. Jamais. Alors au lieu de cela, ils ont choisi une autre voie. Une voie qui a été testée historiquement. Une voie qui fonctionne en silence. Une voie qui transfère la charge de la dette des épaules du gouvernement vers les portefeuilles de tous ceux qui détiennent des dollars et des obligations. Bonjour à tous. Je suis économiste spécialisé dans la politique monétaire et la dynamique de la dette souveraine. J'ai étudié les crises de dette publique dans plus de 20 pays développés et émergents au cours des 70 dernières années. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer fondamentalement votre compréhension de la façon dont fonctionne réellement le système financier américain et mondial. Parce que ce que les responsables politiques et les banquiers centraux vous disent publiquement et ce qu'ils font réellement dans les coulisses sont deux choses radicalement différentes. Dans cette vidéo, vous allez comprendre le mécanisme exact par lequel les États-Unis font disparaître leur dette sans jamais la rembourser. Vous allez découvrir pourquoi l'inflation n'est pas un accident, mais un outil délibéré de politique économique. Et vous allez apprendre comment vous protéger personnellement contre cette érosion systématique de la valeur de votre argent. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer exactement quel type d'actifs survivent dans cet environnement, et lesquels sont détruits, et comment positionner votre patrimoine en conséquence. Commençons par le chiffre qui devrait glacer le sang de tout contribuable américain. 38 000 milliards de dollars. C'est la dette nationale américaine au moment où nous parlons. Pour donner une perspective, c'est environ 115 000 dollars par citoyen américain. C'est 300 000 dollars par contribuable actif. C'est plus que 100% du PIB américain, ce qui signifie que, même si les États-Unis consacraient toute leur production économique annuelle au remboursement de la dette, sans rien dépenser pour la défense, la santé, l'éducation, les infrastructures, absolument rien d'autre, il faudrait plus d'un an pour la rembourser. Et encore, cela suppose que la dette n'augmente pas pendant ce temps, ce qui est une hypothèse complètement irréaliste puisque les États-Unis ajoutent actuellement environ 2 000 milliards de dollars de nouvelles dettes chaque année. Les intérêts sur cette dette sont devenus une ligne budgétaire qui dépasse maintenant Medicare. Pensez à ce que cela signifie. Les États-Unis dépensent plus d'argent uniquement pour payer les intérêts sur les emprunts passés que pour fournir une assurance maladie à des dizaines de millions de personnes âgées. Et ces paiements d'intérêts approchent rapidement les dépenses de défense, qui sont elles-mêmes les plus importantes au monde. Quand les intérêts sur la dette deviennent l'une des plus grandes catégories de dépenses du budget fédéral, vous avez atteint un point de non-retour fiscal. Parce que, à ce stade, chaque dollar que vous empruntez pour couvrir vos dépenses courantes génère des intérêts supplémentaires qui devront être payés l'année suivante, ce qui nécessitera encore plus d'emprunts, ce qui générera encore plus d'intérêts. C'est une spirale auto-entretenue. Alors face à cette réalité mathématique brutale, le gouvernement américain avait théoriquement 3 options. Option numéro 1, augmenter massivement les impôts pour dégager des excédents budgétaires et commencer à rembourser la dette. Option numéro 2, réduire drastiquement les dépenses publiques pour créer ces mêmes excédents. Option numéro 3, trouver une autre façon de faire disparaître la dette sans vraiment la rembourser. Les options 1 et 2 sont politiquement impossibles dans le système américain actuel. Aucun parti politique ne peut gagner des élections en promettant d'augmenter massivement les impôts ou de couper profondément dans la sécurité sociale, Medicare ou la défense. Ces programmes représentent la majorité du budget fédéral et sont politiquement intouchables. Donc par élimination, il ne reste que l'option 3, et c'est exactement celle qui a été choisie. Et cette option a un nom technique, la répression financière. La répression financière est un terme inventé par les économistes pour décrire un ensemble de politiques gouvernementales qui transfèrent subtilement la richesse des créanciers vers les débiteurs, des épargnants vers les emprunteurs, et dans ce cas précis, de vous vers le gouvernement fédéral américain. Le mécanisme est d'une simplicité diabolique. Vous maintenez les taux d'intérêt artificiellement bas par la politique monétaire. En même temps, vous permettez à l'inflation de fonctionner à un niveau plus élevé que ces taux d'intérêt. Le résultat est que les rendements réels, c'est-à-dire les rendements ajustés pour l'inflation, deviennent négatifs.
Si vous prêtez de l'argent au gouvernement américain en achetant une obligation du Trésor qui paye 3% d'intérêt par an, mais que l'inflation réelle est de 4 ou 5% par an, vous perdez du pouvoir d'achat en termes réels. Vous récupérez plus de dollars à l'échéance, oui, mais ces dollars achètent moins qu'ils n'achetaient quand vous avez prêté l'argent. Et pendant ce temps, le gouvernement américain, lui, bénéficie magnifiquement de ce système. Il emprunte des dollars d'aujourd'hui, qui ont un certain pouvoir d'achat. Il paie des intérêts ridiculement bas sur cet emprunt. Et il rembourse le principal des années plus tard, avec des dollars qui valent beaucoup moins en termes réels. C'est un transfert massif de richesse, invisible, silencieux, systématique et parfaitement légal. Si vous commencez à comprendre que l'inflation n'est pas un phénomène naturel mais un outil de politique économique délibéré, si vous réalisez que les taux d'intérêt ne sont pas déterminés par le marché libre, mais sont activement manipulés pour permettre ce transfert de richesse, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications. Parce que ce que je vais vous montrer ensuite, et comment ce système a déjà été utilisé avec succès dans le passé, et pourquoi il est en train d'être réactivé aujourd'hui. L'histoire nous fournit un précédent parfait. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont retrouvés avec un ratio dette sur PIB extrêmement élevé, bien au-dessus de 100%. La dette de guerre était massive. Les obligations émises pour financer l'effort de guerre étaient détenues par des millions d'Américains patriotes qui avaient acheté des bons de guerre. Comment les États-Unis ont-ils géré cette dette? Ils ne l'ont pas remboursée par des excédents budgétaires. Ils n'ont pas augmenté drastiquement les impôts dans les années qui ont suivi la guerre. Bien au contraire. Ce qu'ils ont fait, c'est coordonner la politique monétaire et la politique fiscale pour plafonner les rendements des obligations, tout en permettant à l'inflation de fonctionner au-dessus de ces rendements plafonnés. La Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt artificiellement bas. Le département du Trésor a continué à émettre de la dette à ces taux bas. Et l'inflation, alimentée par la consommation d'après-guerre, la reconstruction, les dépenses gouvernementales continues, a réduit la valeur réelle de cette dette année après année. Sur une période de 20 à 30 ans, le ratio dette sur PIB américain est passé de plus de 100% à environ 30%. Pas parce que la dette avait été remboursée, mais parce que la croissance nominale du PIB combinée à l'inflation avait fait grossir le dénominateur beaucoup plus vite que le numérateur. En termes réels, la dette avait été effacée par l'inflation. Les détenteurs d'obligations, principalement des citoyens américains ordinaires qui avaient patriotiquement acheté des bons de guerre, ont été systématiquement dépouillés de leur pouvoir d'achat. Ils ont récupéré leurs dollars à l'échéance, certes, mais ces dollars achetaient une fraction de ce qu'ils achetaient quand ils avaient prêté l'argent. C'était un vol légal, systématique, et socialement accepté parce qu'il était camouflé derrière la complexité technique de la politique monétaire et fiscale. Et voici la partie cruciale que vous devez comprendre. Ce même système est en train d'être réactivé aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont maintenus à des niveaux qui, historiquement parlant, sont encore extraordinairement bas, compte tenu du niveau d'inflation. La Réserve fédérale a augmenté les taux, oui, mais pas assez pour que les rendements réels des obligations soient significativement positifs sur la durée. Et l'inflation, bien qu'en baisse par rapport au pic de 2022, reste à des niveaux qui permettent exactement le mécanisme de répression financière que je viens de décrire. Tant que la croissance nominale du PIB, c'est-à-dire la croissance réelle plus l'inflation, dépasse le coût moyen d'emprunt du gouvernement fédéral, le ratio dette sur PIB peut se stabiliser ou même diminuer sans aucun remboursement réel de la dette. C'est de l'arithmétique pure. Si le PIB nominal croît de 5% par an et que le gouvernement emprunte en moyenne à 3%, le ratio dette sur PIB diminue automatiquement, même si le gouvernement continue à avoir des déficits budgétaires. La dette absolue augmente, oui, mais elle augmente moins vite que l'économie nominale ne grandit. Le prix de cette magie comptable est payé par tous ceux qui détiennent des actifs libellés en dollars à rendement fixe. Les obligations d'État, les obligations d'entreprise, les comptes d'épargne, les certificats de dépôt. Tous ces instruments financiers perdent du pouvoir d'achat réel dans un environnement de répression financière. Vous récupérez vos dollars, mais ces dollars valent moins. Et cette différence entre ce que vous avez prêté en termes de pouvoir d'achat et ce que vous récupérez en termes de pouvoir d'achat, cette différence est le transfert silencieux de richesse qui permet au gouvernement de faire disparaître sa dette. Maintenant, ce système a des fragilités structurelles importantes. La première fragilité est démographique. La population américaine vieillit. Les baby-boomers prennent leur retraite en masse. Les dépenses pour la sécurité sociale et médicale explosent structurellement. Cela signifie que les dépenses obligatoires du gouvernement fédéral augmentent automatiquement chaque année, indépendamment de toute décision politique. Réduire ces dépenses nécessiterait de réduire les prestations de dizaines de millions de retraités, ce qui est politiquement impossible. Donc les déficits budgétaires vont continuer, et probablement s'aggraver. La deuxième fragilité est géopolitique. La dette américaine n'est pas détenue uniquement par des citoyens américains, comme c'était le cas après la Seconde Guerre mondiale. Elle est détenue massivement par des créanciers étrangers. La Chine, le Japon, les pays producteurs de pétrole, et de nombreux autres pays détiennent des milliers de milliards de dollars d'obligations du Trésor américain. Si ces créanciers décident qu'ils ne veulent plus être systématiquement dépouillés par la répression financière américaine,
S'ils commencent à réduire leur position en obligations du Trésor, la demande pour la dette américaine diminue. Et si la demande diminue pendant que l'offre continue d'augmenter, les taux d'intérêt doivent monter pour attirer des acheteurs. Des taux plus élevés augmentent le coût du service de la dette. Et tout le mécanisme de répression financière devient plus difficile à maintenir. C'est exactement ce qui se passe en partie en ce moment. Certains grands créanciers étrangers ont réduit leur position en treasuries américains. La Chine en particulier a vendu des centaines de milliards de dollars d'obligations du Trésor au cours des dernières années. Cela force la Réserve fédérale et le système bancaire américain à absorber une part plus importante de la dette fédérale. Et maintenir les taux artificiellement bas devient plus difficile quand la demande étrangère faiblit. La troisième fragilité est la confiance dans la monnaie elle-même. La répression financière fonctionne tant que les gens continuent à accepter les dollars comme réserve de valeur. Mais si l'inflation devient trop élevée, trop persistante, trop visible, la confiance peut s'éroder. Les gens commencent à fuir les actifs libellés en dollars vers des actifs réels. L'or, l'immobilier, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies. Tout ce qui n'est pas un simple morceau de papier promettant des dollars futurs. Et quand cette fuite commence à grande échelle, elle peut devenir auto-entretenue et accélérer l'inflation elle-même. Si ce système de répression financière échoue, si les fragilités structurelles que je viens de décrire deviennent incontrôlables, alors les options qui restent au gouvernement américain se réduisent dramatiquement. Option 1, un défaut explicite sur la dette. Impensable pour la première économie mondiale et détentrice de la monnaie de réserve mondiale, mais techniquement possible. Option 2, une austérité sévère avec des coupes massives dans les dépenses et des hausses d'impôts brutales, politiquement impossible et économiquement dévastateur. Option 3, l'hyperinflation incontrôlée, où le gouvernement imprime de l'argent sans limite pour payer ses dettes. Catastrophique pour tout le monde. Aucune de ces trois options n'est politiquement attractive. Donc les responsables politiques vont tout faire pour maintenir le système actuel de répression financière aussi longtemps que possible. Ils vont gérer les taux d'intérêt. Ils vont tolérer une inflation modérément élevée. Ils vont chercher à diluer la dette progressivement plutôt que de faire face à une crise aiguë. Et pendant tout ce temps, les détenteurs d'obligations et les épargnants vont voir leur pouvoir d'achat s'éroder silencieusement. Maintenant, voici la question critique pour vous personnellement. Comment vous protégez-vous dans cet environnement? Parce que comprendre le mécanisme est une chose. Savoir comment positionner votre patrimoine en est une autre. L'effet de la répression financière sur les individus est graduel mais mesurable. L'épargne en cash perd du pouvoir d'achat. Les obligations à taux fixe génèrent des rendements inférieurs à l'inflation. La richesse se déplace vers des actifs qui s'ajustent avec la hausse des prix. Les actions, parce que les entreprises peuvent augmenter leurs prix et leurs bénéfices avec l'inflation. L'immobilier, parce que c'est un actif tangible dont la valeur tend à suivre l'inflation sur le long terme. Les matières premières, parce qu'elles sont des ressources réelles dont les prix augmentent quand la monnaie perd de la valeur. Et même l'or, qui a historiquement servi de protection contre la dévaluation monétaire. Dans cet environnement, se positionner loin des actifs à revenus fixes de longue durée devient une stratégie défensive contre la dilution systématique de la monnaie. Cela ne signifie pas qu'il faut éliminer complètement les obligations ou le cash de votre portefeuille, parce qu'ils ont leur rôle pour la liquidité et la stabilité. Mais cela signifie comprendre que dans un environnement de répression financière, ces actifs vont systématiquement sous-performer les actifs réels en termes de pouvoir d'achat. L'ajustement ne se produit pas du jour au lendemain. Il se déploie à travers la conception des politiques, la gestion des taux et la tolérance à l'inflation, silencieusement, techniquement, sur des années et des décennies, remodelant les bilans progressivement. Et ceux qui ne comprennent pas ce mécanisme vont voir leur richesse relative diminuer, même s'ils croient faire des choix sûrs et conservateurs. Voici les 3 leçons essentielles que nous devons retenir de tout cela. Première leçon. La dette souveraine massive ne disparaît presque jamais par remboursement conventionnel. Elle disparaît par inflation, défaut ou restructuration. L'inflation est de loin l'option préférée des gouvernements parce qu'elle est silencieuse, technique, et peut être niée publiquement tout en étant mise en œuvre systématiquement. Si vous détenez de la dette à long terme d'un gouvernement lourdement endetté, vous êtes dans la ligne de mire de cette politique. Deuxième leçon. Les rendements nominaux ne signifient rien. Seuls les rendements réels, ajustés pour l'inflation, comptent pour votre pouvoir d'achat. Une obligation qui paye 4% dans un environnement d'inflation à 6% vous fait perdre 2% de pouvoir d'achat par an. Vous devenez plus pauvre en termes réels, même si votre solde bancaire augmente en termes nominaux. Apprenez à penser en termes réels, pas nominaux. Troisième leçon. Dans un environnement de répression financière, la préservation de la richesse nécessite de détenir des actifs qui ne peuvent pas être dilués par l'impression monétaire. Les actifs réels, les actifs rares, les actifs productifs. Pas des promesses de paiement futures en monnaie dévaluée. C'est un changement de paradigme par rapport à la sagesse conventionnelle qui conseillait les obligations comme investissement sûr. Les obligations ne sont sûres que si vous définissez la sécurité comme récupérer le même nombre de dollars. Elles ne sont pas sûres si vous définissez la sécurité comme préserver votre pouvoir d'achat.
Si cette analyse vous a aidé à voir derrière le rideau des politiques monétaires et fiscales, si vous comprenez maintenant pourquoi votre épargne perd de la valeur même quand les responsables politiques jurent qu'ils protègent la stabilité des prix, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant, activez toutes les notifications et partagez cette vidéo. Parce que, dans ma prochaine vidéo, je vais analyser exactement comment construire un portefeuille résistant à la répression financière, avec des allocations spécifiques et des stratégies concrètes. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Sentez-vous que votre pouvoir d'achat s'érode malgré les assurances officielles sur la stabilité des prix? Avez-vous déjà ajusté votre portefeuille pour vous protéger contre l'inflation et la répression financière? Je lis tous vos commentaires et vos expériences enrichissent notre compréhension collective. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des mécanismes réels de la gestion de la dette souveraine américaine. Rappelez-vous, les gouvernements peuvent imprimer de la monnaie, mais ils ne peuvent pas imprimer de la richesse réelle. Et la différence entre ces deux choses est exactement ce que vous perdez quand vous ne comprenez pas le jeu qui est en train d'être joué. Maintenant vous comprenez. Utilisez cette connaissance pour protéger votre avenir. À très bientôt.